Bonsoir à tous et bienvenue au premier numéro de Controverse de la saison. On va s'intéresser ce soir à la situation en Syrie, la situation et l'éventualité d'une guerre qui pourrait être déclenchée par les pays occidentaux. L'attaque d'Al-Ghouta qui aurait été commise à l'arme chimique accélère les choses et pousse les présidents américains, français et le Premier ministre britannique à évoquer ouvertement l'option de frappe contre la Syrie. Mais ils ont été freinés par leur Parlement, comme vous le savez. Aujourd'hui, la guerre ne serait qu'une histoire de quelques jours avant que le Congrès ne se prononce. Pour en parler avec nous ce soir, nos invités, Abdelaziz Jarrad, vous êtes politologue, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Adel El-Mehdi, bonsoir, vous êtes journaliste, rédacteur en chef d'Al Watan Weekend. Avec nous également ce soir, Mohamed Bouhamidi, vous êtes philosophe, chroniqueur de presse. Et avec nous également William Lawrence, vous êtes chercheur spécialiste du monde arabe. Vous avez été conseiller du président américain Barack Obama. Petit récapitulatif ce soir de la situation en Syrie et des tractations diplomatiques qui se poursuivent avec Salma Khaled. L'heure est aux tractations et aux intimidations. Aux États-Unis d'abord, où l'équipe présidentielle s'est lancée à la conquête des élus du Congrès. Le secrétaire d'État, le chef du Pentagone et un général de l'armée américaine, rien de moins pour essayer de convaincre des sénateurs pour le moins rétifs à l'éventualité d'une intervention militaire en Syrie. Barack Obama risque gros dans cette opération. Le chef de la Maison-Blanche, qui s'est prononcé pour des frappes en Syrie, met en jeu sa crédibilité et celle de son pays, tant sur le plan interne que sur le plan international. Le président de la première puissance au monde, désavoué par le Congrès, reste un fait rare, ce qui explique que tous les regards soient braqués vers Washington, d'autant que les médias américains se montrent très sceptiques sur les chances de réussite de cette bataille qui s'annonce très rude. Mais là encore, la prudence est de mise et il serait risqué d'en tirer des conclusions hâtives. À 3 jours du sommet du G20, qui doit se tenir à Saint-Pétersbourg, la Russie continue de plaider contre une intervention militaire en Syrie, arguant du fait que cela pourrait réduire à néant Genève 2, l'hypothétique conférence de paix. Moscou a par ailleurs annoncé l'envoi de parlementaires russes pour discuter de la Syrie avec des membres du Congrès américain, et c'est dans ce contexte explosif qu'est survenu le tir d'un missile d'essai américano-israélien en Méditerranée. Provocation, intimidation ou hasard du calendrier, le fait en lui-même n'a rien d'anodin. Les bruits de bottes se font de plus en plus entendre dans la région, donc se dirige-t-on, Abdelaziz Jarrad, vers un nouveau conflit armé dans la région? Certainement qu'il y aura un conflit. Toutes les dispositions ont été prises sur le plan politique, diplomatique et militaire. Maintenant, il y a un habillage médiatique pour faire croire à l'opinion publique internationale et notamment à l'opinion publique occidentale qu'il y a une forme d'hésitation. Mais en fait, la Syrie, malheureusement, sera frappée, comme ça a été le cas pour l'Irak, pour la Libye et pour d'autres pays. Adel El-Mehdi, y a-t-il selon vous une hésitation aujourd'hui, avant le début de cette guerre? Bon, cette hésitation, c'est beaucoup plus un maquillage pour essayer de contourner toutes les oppositions actuelles des opinions publiques occidentales, et on voit toutes ces discussions avec les parlements respectifs. Mais les frappes, elles sont quasiment décidées pour une raison très très simple. Si on parle de frappes militaires sur le terrain, moi, mes contacts à Damas, les journalistes qui sont installés là-bas, avec qui je suis en contact permanent avec eux, ils m'ont dit le problème, le drame, c'est que sur le terrain même des opérations, rien ne va changer après les frappes. Parce que l'équilibre est maintenu, l'équilibre de violence est maintenu entre les troupes rebelles et les troupes de l'armée. Le président français a dit que l'objectif n'était pas de renverser Bachar el-Assad, mais de le punir. Oui. Mais de quelle manière ils vont pas punir le président, et réellement les frappes n'ont pas exactement des cibles militaires. Le problème est que ces frappes doivent rééquilibrer les forces pour aller à un Genève 2 avec un autre équilibre de forces qu'actuel. Parce que pour le moment, la situation est dans un statu quo meurtrier en Syrie, et ces frappes-là vont beaucoup plus mettre plus de pression sur le régime de Bachar el-Assad ou ses alliés aussi, surtout. Mohamed Bouhamidi, vous pensez que ces frappes vont vraiment changer quelque chose sur le terrain? Les frappes ont commencé depuis 2 ans. Depuis 2 ans, au vu et au su de tout le monde, il y a des troupes qui viennent de 80 pays, mais principalement du monde arabe et musulman,
qui se déverse sur la Syrie. Personne ne fera croire que les États-Unis, avec leur puissance, leur intelligence, leurs instruments de contrôle, n'ont rien su de ces déplacements de Takfiri, mais qui sont de l'ordre des régiments et des divisions. C'est quand vous avez 15 000, 20 000 personnes qui se déplacent, et donc ça a commencé depuis longtemps. La presse occidentale, donc ce n'est pas moi qui le dis, parle depuis 2 ans de la présence de forces spéciales anglaises, françaises et américaines, mais essentiellement américaines et anglaises, pour former, encadrer et diriger sur le terrain, à partir de ce qu'on appelle Ghurf al-Amaliyat, c'est-à-dire les postes de commandement. Vous prenez Le Monde, Le Figaro, à chaque fois nous avons eu des reportages de journalistes anti-Assad qui ont parlé de l'infiltration des Libyens, des Égyptiens, des Algériens, des Marocains, de Yéménites, etc. Jamais il n'y a eu de démenti. Donc les frappes sur le terrain existent depuis 2 ans. Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui les bombardements se situent ou ne se situent pas dans une continuité? Ça, la question reste à poser. Ensuite, bon, sur le plan des concepts, depuis quand punir quelqu'un appartient au langage du droit. Merci Mohamed Bouhamidi. Le monde attend actuellement la décision du Congrès américain. William Lawrence, vous êtes chercheur, vous étiez jusqu'à il y a 2 ans conseiller à la Maison-Blanche. D'après vous, le Congrès va-t-il diriger oui ou non d'entrer en guerre? Je crois qu'ils vont voter oui, mais c'est pas encore sûr. C'est vrai que comme la population mondiale a un goût amer dans la bouche depuis la guerre d'Irak, aussi la population américaine et le Congrès a un goût amer après la guerre d'Irak à cause des mensonges qui étaient dits, et les mensonges sur les armes chimiques. Donc il y a tout un projet, comme a dit les autres, de convaincre les populations, et ça reste à faire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le président américain se cache derrière cette décision du Congrès pour entrer en guerre, alors qu'on sait aujourd'hui que l'administration américaine, que vous connaissez bien, que vous avez conseillé, est déterminée à aller en guerre malgré la mésaventure irakienne? Ouais, d'abord, je ne crois pas qu'ils sont convaincus d'aller en guerre. Comme a dit ce monsieur, il y a déjà une guerre et les Américains sont impliqués dans cette guerre. Donc aller en guerre, c'est pas ça. Et je crois que Obama n'attend pas que le Congrès se dise oui ou non. Ça rentre pour moi plutôt dans les enjeux politiques américains domestiques. On a un Congrès contrôlé par d'autres partis politiques qui ne fait que bloquer tout ce qui fait Obama depuis 3 ans. On n'a pas de budget dans le Mais ministère. la guerre, elle, ne sera pas bloquée, apparemment. Oui, mais là, exactement. Donc c'est ça l'enjeu. De dire à un Congrès qui dit toujours non, quand Obama dit oui, ils disent non. Quand on me dit non, ils disent oui. Il va dire, voilà, vous allez dire oui avec moi pour une fois. Donc ça rentre dans la politique domestique américaine. Est-ce que vous pensez, à Abdelaziz Jarrat, que le président américain et le premier ministre britannique se cachent derrière leur parlement pour avoir le feu vert de cette guerre? On a vu le camouflet qu'a dû affronter David Cameron, qui était pour la guerre, mais le Parlement a dit non. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario aujourd'hui aux États-Unis? Il est clair que l'opinion publique occidentale a évolué depuis la guerre d'Irak, et que les dirigeants actuels, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit aux États-Unis ou en France, tiennent compte un tant soit peu de cette opinion. Et c'est pas une question de se cacher. Effectivement, comme le disait notre collègue américain, il y a des rivalités, des problèmes internes, de politique interne aux États-Unis. Donc Obama prépare un peu le Congrès à accepter cette intervention américaine pour éviter demain à ce que les républicains le contredisent par médias interposés et posent un problème si éventuellement il y a échec de cette intervention. Pour la France, je pense, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Parlement va débattre comme il a l'habitude de débattre de ce problème, sans vote certainement, parce que la Constitution française donne tout plein pouvoir au président français dans des situations
pareil. Donc il y a une préparation tout simplement de l'opinion publique et l'intervention. Effectivement, il y a eu une intervention sur le terrain par groupes islamistes interposés, mais là les frappes vont être des frappes assez dures parce que ce qui reste des infrastructures syriennes, ce qui reste de l'industrie syrienne, ce qui reste de l'économie syrienne va être complètement détruit et c'est la Syrie qui va s'écrouler malheureusement. Adel Mehdi, on a quand même l'impression que la guerre à l'étranger est toujours une question de politique interne. On a vu ça en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France aussi. Alors est-ce que les Syriens vont payer le prix de cette politique interne dans ces pays européens et américains? Eh bien, on revient juste à l'exemple français qui vient d'être cité. On a vu comment Hollande, pour rattraper sa chute des sondages il y a 1 an et demi, sa manière de créer une posture complètement construite par des conseillers en communication, des chefs de guerre, l'intervention au Mali, qui pour la France est une intervention réussie, mais on attend de voir toujours les résultats sur le terrain, qui sont catastrophiques sur la région, l'instabilité, l'éclatement des groupes armés, avoir installé un pouvoir légitime, entre guillemets, à Bamako. Donc, cette manière de va-t-en-guerre française est aussi une réponse à des problèmes internes dans des On a aussi l'impression, dit que chaque président veut sa propre guerre. Oui, malheureusement, tout le monde joue un peu à Jules César conquérant la Gaule pour revenir plus triomphant au Sénat romain, comme ça s'est passé dans l'Antiquité. Et c'est assez malheureux que cette vision de guerre, elle polarise complètement les problèmes en Syrie. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on est en contact permanent avec nos amis qui sont en Syrie, que ce soit des citoyens, que ce soit même des Algériens qui vivent en Syrie, rappelons qu'il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en Syrie, et depuis des générations avec des journalistes, la situation est très complexe à l'intérieur. Et ce n'est pas des tomahawks qui vont trancher la question. Ce n'est pas en faisant intervenir les groupes salafistes qui sont en train d'approfondir les clivages communautaires. Vous connaissez parfaitement la région, puisque vous êtes allé plusieurs fois en Syrie et au Liban. Que pensent aujourd'hui, si on peut dire, les Syriens de cette question des frappes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore en Syrie aujourd'hui des opposants au président Assad qui soutiennent une intervention militaire? Écoutez, la rue syrienne, d'après des témoignages d'une journaliste de la chaîne El Mayadine, qui est installée à Damas et qui couvre la dernière offensive de l'armée syrienne qui s'appelle Dar al-Dimashq, parce qu'il y a toute une opération militaire sur place dont on parle de moins en moins contre les groupes armés de la rébellion, de l'opposition. La rue à Damas est très divisée sur ce plan-là. Et c'est les mêmes divisions qu'on a vues tout au long de ces dernières 2 années. Il y a des gens qui sont bien sûr contre les frappes, mais qui en veulent au régime de Bachar al-Assad, des Syriens, etc. Et il y a d'autres qui disent qu'il faut soutenir le régime de Bachar al-Assad, même si nous sommes opposants, parce qu'on ne parle plus maintenant de régime ou d'autres choses, on parle de l'État, de l'entité de l'État et des Syriens, et on a vu ce que ce genre de frappes peuvent créer en Irak et bien avant les interventions en Somalie qu'on oublie un peu trop vite. Mohamed Bouhamidi, pourquoi, d'après vous, avons-nous attendu cette attaque chimique pour parler ouvertement de frappe et de guerre alors qu'il y a eu déjà des milliers de morts depuis 2 ans? D'abord, ce n'est pas la première attaque chimique, celle de la Ghouta, qui est une... La première qui est avérée, en tous les cas. Comment non? Si, non, il y a eu celle de Khan al-Assel, qui a été avérée, pour lesquelles et la Grande-Bretagne et la France et les États-Unis ont refusé absolument qu'il y ait enquête. Pour celle-là, d'abord, on ne sait pas s'il y a attaque chimique. On sait qu'il y a eu utilisation et usage. On attend les résultats des enquêteurs des Nations Unies. On sait qu'il y a eu usage de produits toxiques. Il y a 2 grandes versions qui s'opposent. Une certitude, mais une certitude n'est pas une preuve, même si elle est celle d'Obama ou de Hollande. Une certitude que le pouvoir syrien a utilisé des armes chimiques, et puis vous avez dans la presse alternative et dans une grande agence de presse, j'ai introduit j'ai oublié son nom, voilà qu'elle en parle d'une erreur de manipulation sur des produits toxiques qui ont été envoyés par Bandar Ben Sultan. Tout le monde sait, puisque Bandar Ben Sultan l'a écrit dans son livre et dans sa biographie, qu'il n'est pas très regardant sur le terrorisme, puisqu'il avoue avoir organisé le grand attentat de Beyrouth qui a relancé des problèmes au Liban il y a à peu près 10-15 ans. Bon, reprenons les choses depuis le début. On nous a, pendant 2 ans,
affirmé toutes les semaines que Bachar al-Assad allait tomber, que l'armée allait un peu exploser, que les défections militaires allaient être une vague irrésistible, et que la composante majoritaire sunnite de l'armée syrienne allait se révolter contre le commandement qu'on nous présente comme étant alaouite de l'armée syrienne, ce qui n'est pas le fragilité sunnite. Et au bout de 2 ans et demi, non seulement Bachar al-Assad n'est pas tombé, non seulement il n'y a pas eu de défection en dehors de quelques officiers supérieurs, mais ça s'est arrêté depuis 1 an au moins, on ne remarque plus aucune défection, mais je vais vous donner un indice. Aucun diplomate n'est sous la menace directe d'un pistolet de Bachar al-Assad. Il n'y a aucun diplomate syrien n'a fait défection, à part un couple dont la dame était à Chypre et le mari était au Qatar. Et ils ont reçu beaucoup d'argent pour cette défection. En fait, tout ce que nous avait annoncé sur l'effondrement du régime syrien s'est avéré faux. L'armée syrienne ne s'est pas effondrée. Il n'y a pas eu de lutte. Il n'y a pas eu de glissement de la Syrie vers un conflit confessionnel. Et nous allons faire confiance à Obama. C'est-à-dire nous allons le prendre au mot. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit nous devons intervenir, et les Hollandais le disent, pour rétablir le rapport de force. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer comme des belligérants, comme des acteurs de la guerre interne de la Syrie, et non pas comme des, comment on appelle ça, comme des puissances ayant le devoir de responsabilité sur la stabilité mondiale et contre la guerre. Merci Mohamed Bouhamidi. William Lawrence, comme vient de le dire Mohamed Bouhamidi, Bachar al-Assad n'est toujours pas tombé. Est-ce que cette guerre, est-ce que ces frappes vont au contraire le renforcer? Oui, pour le court terme, c'est clair qu'une frappe de ce genre menée par 2 pays occidentaux va aider Bachar al-Assad dans sa politique domestique et internationale. Ça va confirmer certaines thèses, certains points de vue, ça c'est sûr. Pour moi, les frappes de ce genre ne peuvent pas faire autrement et que l'action doit être organisée au niveau international comme l'ONU, etc. Il faudra une autre façon d'intervenir. Il faut dire, moi je suis convaincu, selon ce que j'ai lu et selon mes discussions avec les spécialistes des services, que le frappe était fait, qu'il y avait 1400 morts, que 400 enfants sont morts et je suis pour une intervention internationale, mais pas comme ça. Il faudra que ça soit dans le cadre d'une action de l'ONU. Je suis d'accord avec Lakhdar Brahimi, avec Jimmy Carter et d'autres, et Human Rights Watch, que le but principal d'une intervention internationale doit être la protection des civils syriens, des 2 côtés. Ça doit être le but principal. On se dirige vers un conflit sans l'aval des Nations Unies, comme ce fut le cas en Irak en 2003. Ouais. C'est pas la bonne voie, à mon avis. Donc Barack Obama aura eu sa guerre, finalement. Peut-être. Si elle a lieu, évidemment. Abbas Jarrad, on va parler du régime de Bachar al-Assad qui n'est pas tombé, alors qu'on a à maintes fois annoncé sa chute, comme vient de dire Mohamed Bouhamidi. Est-ce que l'éventualité d'une guerre, au contraire, va encore renforcer le président syrien et même prolonger peut-être même son pouvoir? À court terme, certainement que le régime va se renforcer. Il ne faut pas oublier que Assad n'est pas seul. Vous avez Hezbollah au Liban et vous avez la profondeur stratégique de la Syrie qui est l'Iran. Et une des raisons de cette guerre, c'est justement essayer de briser ce trio pour faciliter la tâche à Israël, parce qu'on parle de la Syrie comme si c'était une île isolée dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, mais elle fait partie d'une région géopolitique extrêmement sensible où Israël joue un rôle essentiel. Toutes les informations sur le dispositif militaire syrien viennent des Israéliens. La frontière avec Israël et la partie Golan, qui est territoire toujours syrien,
est contrôlée par Israël. Israël est prête aussi à intervenir d'une manière peut-être indirecte, avec les renseignements, avec l'aide aux troupes, aux avions américains et français. Et donc, cette situation va effectivement peut-être renforcer à court terme le régime syrien, mais si il a été décidé de briser Assad, ils seront aussi capables de briser toute la Syrie et toute l'histoire de la Syrie. Et vous faites bien de parler de Israël. William Laurent, le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement iranien, a dit qu'une guerre contre la Syrie aurait des répercussions sur Israël. Qu'en pensez-vous? Oui. De quelle manière il peut y avoir des répercussions sur Israël? De quelle manière? D'abord, les Israéliens sont déjà impliqués dans l'affaire, ils ont déjà bombardé la Syrie, donc c'est une guerre, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, il y a quelques années, une guerre où on a d'un côté Israël, les Turcs, Al-Qaïda, etc., contre Iran, les Russes, Hezbollah, mais c'est un conflit inimaginable. Voilà. Je ne peux même pas prononcer le mot, donc c'est difficile à imaginer. Mais donc, on est dans une situation très difficile et très délicate, mais moi, je suis complètement d'accord avec la position de International Crisis Group, mon ancienne organisation, qui a annoncé qu'on a une occasion pour un dialogue américo-iranien qui n'est peut-être pas la meilleure chose pour l'Israël, mais qui pourrait commencer à améliorer la situation des relations internationales dans toute la région si les Américains et les Iraniens commencent à parler d'une solution du conflit syrien. Merci à vous. On passe à présent à la deuxième partie de Controverse. Que pense la rue algérienne de cette éventuelle guerre en Syrie? La position de l'Algérie est très importante. On va écouter quelques-uns de nos compatriotes, des propos recueillis par Sabrina Rouabah. Je suis contre l'intervention des Occidentaux, des Américains. Je suis pour l'intervention. On est contre. C'est la solution, oui. Ça 100% contre. Allez, 100%. Je suis contre, sincèrement. Je suis contre l'intervention militaire en Syrie. Je منين يستعمروها. بلادهم بلاد واحد. باسكو هما ما يحبوش العرب يدخلوا في المسائل نتاعهم سواء خارجيه ولا داخليه. C'est une destruction d'un autre pays encore. شكون يسموه الشعب مسكين. بشار أسد إنسان مجرم. Le problème de la Syrie, ça peut se régler de façon pacifique. ويعاونوهم ان شاء الله ويفرج عليهم ربي. ولا صواب ديك له حق فيها. على مع السيري والإيران. لازم قوة كما صارت الجزائر على كل حال مع روسيا. Pour une résolution pacifique. C'est-à-dire c'est un problème qui doit se régler entre Syriens. السلمي تنحيلو حاجته السلمي. كيفاش السلم هذا يجي؟ وفي الصحيح نتاع الجزائر مع الحق. تدخل تاع القوة تاع أمريكا في العراق كيفاش دركا كيفاش رانا نشوفوا ولا استعمار. واش في العراق واش في حاجة أخرى كاع. C'est pas le même مستوى في العراق والمستوى في سوريا. الجزائري راهي باين توجور مع السلم توجور مع كذا جامي نحبوا نكونوا كونتر جامي نحبوا. ويكون حيادي ce sera mieux. C'est quand même intelligent de la part des Algériens de choisir la solution pacifique. احنا كي كنا في العشرية السوداء واحد ما كان سامع بينا. الله يسهل عليهم بيناتهم. Voilà, c'était un florilège de la position algérienne, même s'il y avait un étranger qui a quand même donné son avis, c'est bien. Abdelaziz Jarrad, vous connaissez bien la diplomatie algérienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous étiez le numéro 2 de la diplomatie algérienne pendant quelques années, même si vous ne la représentez plus aujourd'hui. Oui. Comment peut-on qualifier aujourd'hui la position algérienne? Est-elle aussi ambiguë qu'elle était pendant la crise libyenne, comme l'a dit Louatan, une position ambiguë? Qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas que ce soit une position ambiguë. Enfin, je parle en mon nom personnel, donc je ne parle pas au nom de la diplomatie algérienne. Elle n'est pas ambiguë. Moi, je pense que la position algérienne, elle a évolué progressivement. Entre parenthèses, puisque vous avez parlé de la Libye était à nos frontières, donc c'était délicat de prendre une position déjà dès le départ, parce que c'est un problème de sécurité nationale. Nous étions contre les frappes de l'OTAN.
Moi, je pense qu'avec le temps, les gens se sont rendus compte que les conséquences désastreuses sur la sécurité dans la région, les conséquences sur ce qui s'est passé au Mali, tout ça, les armes qui ont circulé un peu partout dans la région, c'était une des raisons fondamentales de la position algérienne contre l'intervention de l'OTAN en Libye. Là, je ferme la parenthèse. Maintenant, pour la Syrie, la position algérienne est très claire. Elle dit qu'il faut une solution politique. Elle s'inscrit dans la démarche des Nations Unies, dans toutes les résolutions des Nations Unies. Une guerre, des frappes militaires sur la Libye, sur la Syrie vont compliquer la situation. Hein. Elles ne vont pas trouver la solution immédiate, puisqu'on disait tout à l'heure que le régime de l'Assad, peut-être qu'il va sortir renforcé de ses frappes. La position ambiguë, par contre, des Occidentaux sur ces interventions, et on en a parlé dans la première partie, démontre clairement qu'il fallait une position, au moins au niveau de la Ligue arabe, d'un pays. Bon, il y a eu le Liban ensuite et l'Irak qui ont pris position. Il faut préciser à Abdel que 4 pays arabes se sont opposés voilà. à ce conflit, l'Algérie, la Libye, l'Irak et le Liban. Pour des raisons peut-être communes, pour des raisons différentes. Mais l'Algérie, sa position était très, très claire, c'est de dire qu'il faut une solution politique. Et ça, sa démarche a été depuis le début. Maintenant, les gens veulent que l'Algérie cherche à aller en guerre. Il faut que je leur rappelle qu'une des doctrines, un des fondements de la doctrine de notre diplomatie, c'est la non-intervention dans les affaires intérieures des autres pays et la solution politique interne à chaque pays. C'est clair et net et précis. Adel Mehdi, la position algérienne dans le futur conflit syrien et dans la crise en Syrie en général, il faut préciser que l'Algérie est considérée comme un allié du régime de Bachar el-Assad. Un allié du régime de Bachar el-Assad, c'est beaucoup plus... L'Algérie n'est pas un allié du régime de Bachar el-Assad, elle l'a expliqué lors de la situation en Libye. Elle dit, moi je suis avec les États et les peuples. Donc c'est une position assez générale et assez, on va dire, qui correspond à la doctrine algérienne de non-ingérence et de non-ingérence dans les affaires internes. Maintenant, je voulais juste rappeler la déclaration du délégué algérien dimanche dernier lors de la réunion ministérielle au Caire, où face à ses homologues qataris et saoudiens qui mettaient une grande pression sur les 4 pays que vous avez cités dans l'Algérie, qui disaient regardez, les Occidentaux, ils sont en train de consulter leurs opinions publiques avant d'attaquer, et nous, les premiers concernés, pays arabes, nous n'avons même pas le droit de nous consulter entre nous, et vous voulez qu'on sorte avec une résolution qui est déjà prête, un plat déjà préparé, Il faut préciser que ce sont des propos tenus par l'ambassadeur d'Algérie au Caire, voilà, représentant auprès de la Ligue arabe. Et rapporté par le journal libanais SFR en détail. Donc l'autre problématique à côté de la position algérienne qu'a expliqué M. Djelad, c'est la viabilité même de cette Ligue arabe. La Ligue arabe qui est maintenant prise en otage par les régimes moyenâgeux d'Arabie Saoudite et du Qatar, et on se demande même pourquoi cette Ligue arabe n'est pas réformée après ce qui s'est passé dans le monde arabe, et pourquoi elle n'a même pas de poids aujourd'hui pour protéger, en fin de compte, un pays arabe. Parce qu'on ne compte plus le nombre de capitales bombardées. On se rappelle en 2006, et moi j'étais sur place, la position honteuse des affaires étrangères de la Ligue arabe à Beyrouth même, alors que les Israéliens bombardaient à 15 km de la tenue de leur réunion à Beyrouth Centre. Donc, il faut vraiment reposer la question de la Ligue arabe et d'arrêter de jouer au jeu qu'on est un peu unis autour de cette question. Et l'Algérie se retrouve de plus en plus isolée parce qu'elle a une position respectable et qui respecte au-delà du régime de Bachar el-Assad. C'est une position de principe. Mohamed Bouhamidi, à quoi sert la Ligue arabe aujourd'hui? Bon, d'abord, elle sert à couvrir les projets israéliens, ça c'est clair. L'ancienne et secrète alliance et accord entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte de Moubarak et un certain nombre de forces libanaises avec Israël, aujourd'hui, sont mises en plein jour. Et quand vous voyez cet acharnement des Saoudiens et des Qataris à outrepasser le droit, parce que le droit international, c'est un acquis de l'humanité. C'est grâce au droit que depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous essayons de fonder des relations entre nations et entre États, non pas sur la force et la destruction, mais sur la coopération. Parce que la force et la destruction
ne vont jamais dans l'intérêt des peuples. Or, nous, Algérie, nous avons créé un État et nous avons conquis notre droit à l'existence et nous devons le défendre. L'Algérie est en train de défendre simplement un principe du droit contre les émotions, les désirs de puissance d'un Hollande. Qu'est-ce qu'il va punir Assad? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Aller punir un chef d'État. Il est qui? Il est Zorro, il est Rambo. Ça relève de quel type de comportement? C'est un type de comportement qui n'est pas en tout cas, qui ne relève en tout cas pas du droit. Et je vous répète, je vais revenir. Les Américains, il faut toujours les croire au mot. Ils ne mentent jamais. Et ils disent, ou ils essayent de dire toujours ce qu'ils font. Ils ont menti en 2003 concernant la guerre en Irak. Non, ils ont dit nous allons détruire l'Irak, ils l'ont détruit. Ils ont annoncé qu'ils allaient le détruire, qu'ils allaient casser l'État irakien et qu'ils allaient faire un État fédéral. Et ils l'ont fait, et ils sont en train encore de le faire. Alors, hier, c'est-à-dire ce matin en Algérie, au Congrès, qu'est-ce que dit Kerry et qu'est-ce que dit Agel? Ce matin, ils l'ont dit. Ils m'ont dit, nous devons frapper l'Assad pour que les autres comprennent. Et ils disent qui c'est les autres. Ils disent l'Iran et la Corée du Nord. Et donc vous voyez bien que cette histoire de produits chimiques, c'est un prétexte. Ils savent très bien que s'ils échouent en Syrie, ils ne feront plus peur aux autres nations, mais surtout, ils ne pourront pas réaliser ce que Kerry a dit au Congrès, enfin pas au Congrès, au Sénat, hier. Il a dit nous devons protéger Israël. Et vous avez ce paradoxe, sur lequel je vous invite à réfléchir, ce paradoxe extraordinaire. C'était Israël, la superpuissance de la région, qui pouvait casser n'importe quelle armée arabe, et qui était l'instrument des États-Unis, qui était l'enfant chéri des États-Unis, et qui aujourd'hui, au paradoxe, devant une Syrie affaiblie, 2 années de guerre, l'industrie complètement détruite, les États-Unis disent qu'ils vont la défendre. Il faut les croire. Le produit chimique, l'attaque chimique, c'est un mauvais prétexte. La réalité, c'est ce qu'a dit Kerry. Nous devons faire peur à l'Iran, nous devons faire peur à la Corée du Nord et nous devons protéger Israël. William Lawrence, vous connaissez bien le sujet, vous avez été conseiller à la Maison-Blanche auprès de Barack Obama pendant plusieurs années. Est-ce que vous pensez aussi que les Américains veulent faire la guerre en Syrie pour envoyer un avertissement à leurs autres ennemis? Est-ce que pour vous aussi, l'attaque chimique d'Al-Ghouta est un prétexte? Ils veulent frapper la Syrie pour envoyer un message à Corée du Nord et l'Iran. Moi, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Mais moi, je crois encore et toujours que Barack Obama ne veut pas entrer dans la guerre. À mon avis, il n'est pas encore convaincu. Ça veut dire que l'action américaine jusque maintenant, c'était plutôt humanitaire. C'est le plus grand donneur et souteneur des 2 millions de réfugiés en dehors de la Syrie qui sont un peu partout dans la région. Et les Américains sont impliqués dans le conflit, mais Barack Obama lui-même veut éviter rentrer dans la guerre. Mais je veux dire une autre chose, parce qu'on a parlé de droit international. Le principe de non-ingérence, c'est un principe ancien et important dans le droit international. Mais la première objectif d'un pays, d'un État, doit être de protéger ses citoyens. Et il y a une nouvelle norme dans le droit international, c'est la responsabilité de protéger les civils. La première application de cette nouvelle norme, c'était en Libye. Je ne partage pas complètement l'analyse des Algériens sur ce qui s'est passé en Libye. J'avais publié des choses là-dessus, mais moi, mais c'est vrai que les frappes de l'OTAN en Libye ont détruit certaines choses, mais aussi ils ont détruit la possibilité d'appliquer la norme responsabilité de protection qui est maintenant très affaiblie. Mais à mon avis, il faut rétablir ce norme parce que il y a un moment où un chef d'État, à mon avis, n'a plus droit d'être chef d'État. Je ne sais pas combien de morts, 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Il y a un moment où la communauté internationale a le droit d'intervenir pour stopper un massacre
même s'il y a un norme de non-ingérence, parce que le chef d'État forfait son droit de diriger un pays. Donc, c'est ma position au niveau des droits internationaux. William Lawrence, l'administration américaine a menti en 2003 concernant la guerre en Irak. C'est un fait avéré. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que les Américains ne vont pas aussi mentir pour entrer en guerre en Syrie? On parlait du mensonge à propos du prétexte, ça veut dire. Ah, j'ai pas compris, excusez-moi. Oui, d'accord. Montré par Colin Powell devant le Conseil de sécurité. Excusez-moi, donc oui, autant pour moi. Ils ont menti. Ils ont menti en 2003. Qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas complètement fabriqué par les Américains, c'était fabriqué par Chalabi et les gens autour de lui pour donner aux Américains ce prétexte. Il y avait beaucoup d'Américains, même les responsables convaincus par ces évidences qui étaient faux, mais c'est vrai que c'était des mensonges. Moi, à cette époque, j'étais dans le mouvement anti-guerre, j'étais très actif. On a pris un page entière de New York Times 2 fois pour dire non à la guerre, et c'est vrai que c'était des mensonges. Moi, j'ai rié ouvertement quand j'ai vu ce que Colin Powell a dit à l'ONU, quand il parlait d'armes biologiques dans les camions qui circulent sur les autoroutes. C'était risible, les mensonges. Là, je vois rien de risible dans ce que j'ai vu qui sort de la Syrie. Moi, je crois qu'il y avait l'utilisation des armes chimiques du gouvernement syrien contre sa population, même s'il y avait des manipulations. Et il y a des thèses de manipulation. Par exemple, Hamidi, vous voulez dire quelque chose? Depuis 2 ans, Assad et l'armée syrienne ont prouvé au moins qu'ils sont très, très intelligents, au point de vue tactique et stratégique. Comment imaginer qu'ils soient devenus brusquement si bêtes qu'ils aillent donner à Obama le prétexte pour être attaqués. Au moment où la délégation des enquêteurs était sur place. Bien sûr, bien sûr, enfin, peut-être que les gens peuvent l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi, j'aime pas Obama, mais je reconnais qu'il est d'une intelligence supérieure. Et il est contre la guerre en Irak. Il a voté contre. Oui, et je suppose même que c'est l'un des plus intelligents. Obama est probablement contre les frappes. Je vais vous dire, à mon avis, pourquoi. Parce que la Syrie n'est pas un pays isolé. Lorsqu'ils ont frappé la Libye était un pays isolé. Lorsqu'ils ont frappé l'Irak était un pays totalement isolé. Aujourd'hui, ils ont construit une coalition anti-syrienne qui travaille depuis 2 ans sur le terrain, mais en face, il y a une coalition. Il y a dans cette coalition, il y a des types déterminés. C'est-à-dire un type comme Hassan Nasrallah, aucune menace américaine ne lui fera pas. Rien. Il l'a prouvé. En face également, il y a en Iran des forces militaires, notamment la force Al-Quds, qui sont des gens déterminés. Et évidemment, McCain, croit que c'est une histoire de cow-boy. Aller là-bas frapper en Syrie, la conflagration risque de créer un nouveau Moyen-Orient sans les frontières de Saxe-Picot, mais pas celles que Condoleezza Rice rêvait. Abdel Jarad. Moi, je voudrais intervenir sur 2 points très rapidement. Cette relation entre droit de responsabilité et droit d'ingérence. Je crois que les Occidentaux, pendant des années et des années, je dis une chose que tout le monde sait, ont soutenu ces régimes totalitaires avec des armes ce sont ces armes qui ont été utilisées contre leur peuple. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous dire, écoutez, Saddam Hussein, Assad, Kadhafi, voilà, ils sont en train d'utiliser des armes contre leur peuple, donc on a le droit d'intervenir. Tout cela, c'est une grande supercherie. Pour ne pas oublier le fil conducteur de toute cette histoire, il faut comprendre que c'est une stratégie qui a été élaborée depuis les années 80 pour déstabiliser le monde arabe. Et, comme par hasard, en quelques années, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, l'Irak, les années 80, l'Algérie, etc., etc. Tout cela, c'est pour remodeler cet espace. Et il y a une étude fondamentale qu'il faut lire, qui a été faite par un ancien général israélien en 1982. Je n'ai pas la référence exacte, mais vous pouvez la voir sur Internet, qui dit que la sécurité d'Israël passe
par la dislocation du monde arabe. C'est le plan Elon. Voilà, Une dernière question. C'est le plan Elon avec, pour les gens qui nous regardent, c'est avec un Y, L-O-N. Ils tapent sur Internet. Un deuxième point très important, sur l'Algérie, vous avez dit tout à l'heure, l'Algérie soutient le régime d'Assad. C'est faux. L'Algérie n'a jamais soutenu le régime de Kadhafi. Pas sur le papier. Non, c'est une position diplomatique. Nous n'avons jamais soutenu Kadhafi. Il y a eu une manipulation à un moment donné des médias, notamment des Marocains, pour faire croire que nous soutenons Kadhafi dans cette affaire, parce qu'on a permis à la famille Kadhafi de venir en Algérie pour des raisons humanitaires, et avec le temps, même les Libyens ont compris très bien cela. Nous ne soutenons pas le régime d'Al-Assad. Ça, c'est une démarche très claire d'État à État. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons, pendant les années 80, nous avons subi le terrorisme international et on risque de le subir. Donc, tout ce qu'on a fait, on l'a fait seul. On a défendu l'intégrité de notre pays, la stabilité de notre pays, seul, contre beaucoup qui croyaient en l'avènement de l'islamisme en Algérie. Une dernière question à William Lawrence avant de terminer avec vous, Adam Mehdi. Très rapidement, William Lawrence, vous avez vos amis au Congrès. Est-ce qu'il y a une date précise pour l'entrée en guerre? Est-ce qu'il y a un agenda aujourd'hui? Je crois qu'ils vont voter, ils vont commencer le débattre vers le 9 septembre, ils vont voter la semaine prochaine. Comme j'ai dit, il y a tout un mouvement, surtout des jeunes américains, d'essayer de convaincre les membres du Congrès de voter non, mais je crois qu'ils vont voter oui. Et on se dirige apparemment vers un oui au Congrès. Je crois que ça serait un oui. Alors une information très importante, très rapidement. Ce matin, la résolution qui a été présentée par le gouvernement américain au Sénat, ça a été de leur donner un délai de 60 jours, renouvelable automatiquement 30 jours supplémentaires, et négociable ensuite pour une autre prolongation pour faire les frappes. C'est-à-dire le Congrès, le Sénat, enfin. Et donc il a tout ce temps-là pour choisir un moment pour faire ses frappes. Le mot de la fin, Adam Mehdi, très rapidement. Très rapidement, je reviens toujours sur la position algérienne et je crois vraiment que le rôle de l'Algérie, le poids de l'Algérie, les relations historiques avec la Syrie devraient nous pousser notre diplomatie à sortir du carcan de la Ligue arabe et de nous imposer encore plus sur cette question, parce qu'il ne s'agit pas que de frappes techniques, mais il y a tout un pays qu'on va détruire et toute la région qu'on va embraser en plus. Controverse, c'est terminé. Merci à vous, Abdelaziz Jarrad, politologue, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Merci à vous, Adam Mehdi, vous êtes le rédacteur en chef de Al-Watan Weekend. Mohamed Bouhamidi, chroniqueur de presse, philosophe. Et William Lawrence, vous êtes chercheur spécialiste du monde arabe et ancien conseiller à la Maison-Blanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Controverse reprend mercredi prochain. Rendez-vous à 20h30. Bonne soirée et merci.